J'aime pas trop ce que ChatGPT est en train de faire en fait là. Vous vous êtes déjà sûrement demandé comment est-ce que vous auriez pu réécrire la fin d'une série. Parce que oui, des fins de séries catastrophiques, il y en a à l'appel. Et du coup, j'ai décidé dans cette vidéo de demander à notre grand cher ChatGPT de réécrire le dernier épisode de certaines séries. D'ailleurs, je vous ai demandé sur Instagram de me donner les séries dont vous vouliez voir une fin différente et j'ai tout simplement fait une petite sélection de vos demandes. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et d'ailleurs, on a dépassé les 50 000 abonnés, je suis trop contente. Donc merci déjà pour tous ceux qui se sont abonnés et merci à ceux qui le feront après cette vidéo et les prochaines, bien évidemment. Et d'ailleurs, la vidéo des 50K, donc la vidéo FAQ, mais pas que, arrivera dans pas longtemps, rassurez-vous. Bref, commençons cette vidéo avec la première série dont vous m'avez demandé de changer la fin grâce à ChatGPT et il s'agit bien évidemment de Game of Thrones. Alors pour le coup, je n'ai pas demandé à ChatGPT de changer l'entièreté de la fin, donc la saison 8, mais uniquement le dernier épisode. Donc tout ce qui se passe avant l'épisode final sera exactement le même. C'est vraiment le tout dernier épisode qui sera différent. Écoutons ce que ChatGPT a à nous dire pour Game of Thrones. L'épisode commence après la destruction de Port-Réal par Daenerys et Drogon. Ah oui, je l'ai pas dit, mais évidemment, on parle du dernier épisode de ces séries-là, donc forcément, ce sera du full spoil. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Les cendres tombent encore du ciel, mais au lieu de se focaliser immédiatement sur les conséquences de la folie de Daenerys, nous ouvrons sur une scène plus intime. Jon Snow face à ses choix. Jon se recueille devant les ruines de la capitale en flammes. Il est dévasté, ne sachant quoi faire. Arya l'approche et lui dit « Tu connais la réponse, Jon. Le Nord ne pardonne jamais un tyran. » Mais Jon hésite. Il sait que Daenerys n'est pas seulement une reine, mais quelqu'un qu'il aimait. Et sa tante, au passage. Mais ça, c'est autre chose. Dans la nuit, Jon a une conversation intense avec Tyrion, qui est toujours emprisonné pour avoir libéré Jaime. Tyrion lui rappelle que le pouvoir absolu corrompt absolument. Si tu ne fais rien, ce qui s'est passé ici ne sera que le début. Tyrion, plus cynique et résigné, lui offre un ultime conseil. Daenerys ne sera jamais une reine pour le peuple, mais un fléau. Ok, je vois où ChatGPT veut nous emmener, et au final, c'est pas si loin que le dernier épisode qu'on a eu. Jon, tourmenté, va voir Daenerys dans la salle du trône recouverte de neige et de sang. Elle est assise sur le trône, mais au lieu de paraître triomphante, elle semble fatiguée, hantée par ses décisions. Elle parle à Jon de son rêve d'unir le monde sous un seul règne de justice. Mais quand Jon mentionne les innocents morts, Daenerys montre des signes d'obsession. Elle dit « C'était nécessaire pour le monde que nous construirons. » La chute de Daenerys. Jon comprend que la vision de Daenerys est devenue déformée et qu'elle ne reculera devant rien pour imposer sa vision du monde. Il essaye une dernière fois de la raisonner, mais Daenerys, dans un moment de passion, embrasse Jon, pensant qu'il va la rejoindre. C'est alors qu'il la poignarde doucement dans un acte tragique, murmurant « Tu seras toujours ma reine ». Avec des larmes dans les yeux. Au lieu d'une mort rapide, la scène s'attarde sur Daenerys qui regarde Jon, plus choquée que furieuse, tandis que ses yeux perdent progressivement leur éclat. Drogon, sentant la mort de sa mère, arrive. Mais au lieu de brûler Jon ou le trône, Drogon hurle de douleur et de tristesse avant de partir avec le corps de Daenerys, emportant avec lui la dernière héritière de la maison Targaryen. Alors pour le coup, parce que oui, pour le coup, je vais quand même vous donner mon avis au fur et à mesure parce que je ne les ai pas lus. Voilà, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé mais sans les lire. Je suis pas d'accord sur le fait que Drogon ne devrait pas brûler le trône de fer parce qu'il y avait vraiment une symbolique derrière cet acte-là et je pense que si ça devait être refait, il devrait quand même garder cette scène parce que je la trouve ultra importante. D'ailleurs, la mort de Daenerys en elle-même, je la trouve également très impactante malgré que c'est un personnage que j'adore et que j'aurais préféré qu'elle ne meure pas. Mais dans l'éventualité où elle devrait mourir dans tous les cas, je pense que le trône devrait quand même être brûlé comme dans la scène qu'on a eue. Mais oui, j'avoue que j'aurais aimé un peu plus d'émotion dans cette dernière scène de Daenerys. La décision du nouveau roi. Un conseil des survivants se réunit pour décider de l'avenir de Westeros. Au lieu que Bran soit nommé directement, une discussion animée prend place. Samwell propose la démocratie, mais est immédiatement moqué, bien que quelques seigneurs réfléchissent sérieusement à la proposition. Personnellement, si je devais réécrire cette fin au niveau du royaume, qui monte sur le trône, etc., je ferais une monarchie aussi. Mais ça, c'est que mon point de vue, bien évidemment. Sansa prend la parole et souligne que Westeros ne pourra jamais connaître la paix si un seul roi ou une seule reine tente de gouverner les 7 couronnes. Elle propose une alliance entre les royaumes indépendants, chacun gouverné par son propre souverain, mais coopérant ensemble pour des questions communes, comme la défense contre les ennemis extérieurs. Ça aurait été mais tellement mieux de faire ça, plutôt que voir l'autre la Bran sur le trône.
Bref, ne me ramenez pas là-dessus. Tyrion appuie cette idée, argumentant que c'est la meilleure façon de préserver une paix durable et d'éviter un nouveau tyran. Après des délibérations, les grands seigneurs acceptent cette proposition. Bran est désigné comme médiateur plutôt qu'un roi, ce qui semble plus logique. Une figure de sagesse pour guider les royaumes lorsqu'ils en auront besoin, mais sans couronne ni trône. Oui, merci ChatGPT. Les résolutions des personnages. Jon est banni, non pas à la garde de nuit mais dans le Grand Nord, au-delà du mur, où il décide de vivre en paix avec les sauvageons. Il a abandonné toute prétention à la couronne et choisi une vie de liberté et d'oubli. Je suis ok pour cette fin pour Jon Snow. Sansa devient reine du Nord, gouvernant avec sagesse et intelligence, consolidant son royaume dans l'indépendance. Bon, ça change pas forcément de ce qu'ils ont réellement fait, donc pas de souci à ce niveau-là. Je trouve que Sansa est celle qui a eu la meilleure fin dans Game of Thrones. Arya ne part pas simplement explorer ce qui se trouve à l'ouest de Westeros, mais plutôt elle se concentre sur reconstruire sa propre identité. Elle décide de voyager et d'apprendre, non comme une tueuse, mais comme une exploratrice en quête de sens. Alors dites-moi si je me trompe, mais c'est l'impression que j'ai eue, en tout cas pour Arya à la fin, j'ai pas eu l'impression qu'elle partait conquérir en tant que tueuse, mais plus en tant qu'exploratrice. Après c'est peut-être moi qui ai mal compris du coup la fin d'Arya, mais j'ai l'impression que la fin que ChatGPT donne pour son personnage, c'est la même fin que dans la série. Je sais pas. Tyrion, libéré, devient le conseiller principal de Bran. C'est plutôt logique, aidant à bâtir des ponts entre les différents royaumes. Pour moi, Tyrion, c'est vraiment le personnage qui est là pour guider et aider les autres. Vraiment. Pour moi, ça lui va parfaitement, ce rôle-là. Le final symbolique. La dernière scène montre Jon au-delà du mur, marchant dans la neige avec Fantôme et les sauvageons, libres et en paix pour la première fois. Le contraste avec la première saison est évident. Alors qu'il commençait son voyage à la garde de nuit, prisonnier de son devoir, il termine ici, libéré des chaînes du pouvoir. Le dernier plan se pose sur l'immensité des terres gelées, évoquant un monde plein de possibilités, mais aussi d'inconnus. L'histoire de Jon Snow n'est peut-être pas celle d'un roi, mais d'un homme qui a toujours cherché ce qui est juste, même au prix de son propre bonheur. Putain, mais il nous a fait un exposé là, ChatGPT carrément. J'adore. L'épisode se termine donc sur cette note d'espoir, laissant la place à une nouvelle ère, incertaine mais pleine de potentiel pour Westeros. Et vous savez quoi? Je préfère littéralement la version de ChatGPT. Il n'y a pas énormément de choses qui sont différentes, la plupart des choses se déroulent exactement comme dans le dernier épisode, mais la manière d'amener ça est différente. La façon d'amener ça plus du côté de l'espoir que de tu prends perpète, t'es banni, bah je trouve que ça change pas mal la vision des choses au niveau de cet épisode et je suis plutôt d'accord. Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes plus team épisode qui est sorti qu'on connaît déjà, ou épisode de ChatGPT. Ensuite, une autre série dont vous m'avez énormément demandé de faire ce concept-là, c'était la série The 100, ce que je peux totalement comprendre. Et du coup, voyons ce que ChatGPT a à nous dire pour le dernier épisode de The 100. L'épreuve finale. L'épisode commence alors que Clark se prépare à affronter son ultime test devant le jugement, consciente que l'avenir de l'humanité dépend du résultat. Les autres survivants sont dispersés, chacun luttant pour ses propres idéaux et confrontant les erreurs du passé. Jusque-là, c'est la même chose. Au lieu d'un jugement unilatéral et abstrait, Clark est confronté à des versions hallucinées de ses amis et ennemis décédés. Lexa, Finn, Bellamy, sa mère Abby. Ça aurait été trop bien d'avoir tous ces personnages-là. Mais je pense qu'on était déjà tellement contents d'avoir Lexa que bon, on n'en a pas demandé plus. Mais ça aurait été vachement cool de les voir aussi. Chacun représentant un aspect de son voyage moral. Il lui pose des questions difficiles sur les choix qu'elle a fait tout au long de la série, surtout ceux qui ont conduit à la mort de tant de gens, y compris Bellamy. D'où le fait que je vous disais que ChatGPT change uniquement le dernier épisode et pas la saison entière, sinon clairement j'aurais fait en sorte que Bellamy ne meure pas. Hein, et je pense que lui aussi. Lexa, qui incarne la sagesse, lui dit « Tu as toujours dit que tu faisais cela pour sauver ton peuple. Mais qu'est-ce que cela signifie si tu n'as plus de peuple à sauver ?» Clark est déchirée par la culpabilité, mais elle défend fermement ses décisions, argumentant que chaque sacrifice a été fait par nécessité. Oui, bon... Hein, on va pas revenir là-dessus. Toutefois, elle admet que certains choix étaient motivés par la peur et l'ego. Merci. Comme lorsqu'elle a tiré sur Bellamy. Le jugement se termine par une scène émotionnelle où Clark, enfin, admet pleinement ses erreurs et demande le pardon. C'est déjà plus logique que le petit truc d'ego trip qu'elle nous a fait dans le dernier épisode où elle est en mode « rien à foutre, je bute tout le monde comme d'habitude ». Cette acceptation est ce qui déclenche son évolution vers une version plus sereine de soi. Mais le jugement la laisse avec un ultimatum.
Le destin de l'humanité ne sera pas décidé par elle seule. Octavia, le vrai symbole du changement. Oui, j'ai pas encore lu, mais oui. Octavia, qui a été un personnage fondamental dans la série avec son arc de rédemption, prend une place centrale. Contrairement à l'épisode original où elle joue un rôle secondaire dans la résolution finale, ici, elle devient la voix de la sagesse qui unit les factions divisées des humains. Et ça coule de source en fait quand on voit à quel point Octavia a fait partie autant des 100, autant des Grounders et autant de, bref, de plein de choses différentes. Pour moi, Octavia, c'était limite elle qui aurait dû sauver tout le monde et pas Clark. Mais bon, Clark étant le personnage principal depuis l'épisode 1, ça semblait aussi logique. Elle réalise qu'au lieu de se battre pour un endroit au paradis ou un jugement supérieur, l'humanité doit apprendre à se pardonner et à se réconcilier. On n'y est pas encore, hein, même dans notre monde. Son discours est plus personnel. J'ai été Blood Reyna, j'ai été un monstre, mais aujourd'hui je choisis d'être autre chose. Si moi, la fille sous le sol, je peux changer, alors nous le pouvons tous. C'est beau. Merci ChatGPT, c'est tellement beau. Son appel à l'unité n'est pas seulement entendu par les humains, mais par l'entité supérieure elle-même, qui reconnaît que le véritable test de l'humanité est sa capacité à changer et non à transcender. Là aussi, ça semble beaucoup plus logique que ce qu'ils nous ont pondu, hein. Raven et Jordan découvrent une nouvelle vérité. Raven et Jordan continuent d'enquêter sur l'anomalie et ses mystères. Plutôt que de résoudre cela de manière abrupte, merci les facilités scénaristiques, ils découvrent que le transcendant n'est pas une ascension vers une autre forme d'existence, mais une fusion des esprits pour créer une conscience collective. On dirait une secte. Cette révélation apporte une dimension plus nuancée au test final. Ce n'est pas une question de récompense ou de punition, mais de choix entre rester indépendant ou rejoindre un esprit collectif. Raven, pragmatique, comprend que tout le monde ne voudra pas transcender et que cela ne devrait pas être imposé. Exactement, le libre arbitre, s'il vous plaît. Dans ce genre de série, je trouve ça fou que le libre arbitre n'est quasiment jamais mentionné. Mais bref. Elle retourne vers Clark et Octavia pour les convaincre de donner aux humains la possibilité de choisir leur propre destin. Bellamy revient sous une autre forme. Évidemment, on ne pouvait pas laisser Bellamy mort comme ça. Plutôt que de laisser Bellamy mourir inutilement, parce que c'est très inutile ce qui s'est passé, hein, disons-le, il réapparaît ici sous forme d'un guide spirituel dans l'esprit de Clark. Ah oui, non. Durant son jugement. Je m'attendais pas à ça. Ce bel ami n'est pas là pour la juger, mais pour l'aider à comprendre l'équilibre entre foi et pragmatisme. Et j'avoue que j'aurais préféré ça à juste l'éclipser totalement de la fin. Nous avons tous cherché un sens, Clark, mais il n'y a jamais eu de réponse facile. Il lui rappelle leur relation complexe, faite de confiance et de trahison, mais aussi d'amour. Clark, en larmes, lui demande pardon pour l'avoir tué, et il lui répond « Il n'y a rien à pardonner, nous avons tous joué notre rôle. Maintenant, tu dois jouer le tien. » Pourquoi ils y ont juste pas pensé, en fait, à le faire? Je comprends pas. Bref, le choix final. Au lieu d'une transcendance forcée, l'humanité se voit offrir un choix. Ceux qui souhaitent rejoindre la conscience collective peuvent le faire, tandis que ceux qui préfèrent vivre leur vie sur Terre peuvent rester. Voilà, le libre arbitre. Mais en même temps, ça ressemblait vachement à une secte, et c'était cool qu'ils gardent cet aspect un petit peu de secte, on sait pas trop si c'est le cas ou pas, alors que là, s'ils avaient fait ça comme ça, on aurait compris que il y avait un libre arbitre et du coup c'était pas une secte. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Clark, Raven, Octavia et les autres leaders débattent de cette question mais réalisent que la liberté de choisir est ce qui définit l'humanité. Clark, malgré sa douleur et sa solitude, décide de rester sur Terre avec Maddie et ses amis survivants. Le monde est à reconstruire, mais ils ont l'opportunité de recommencer, cette fois sans oppression ou tyrannie. Pareil, le fait que Maddie transcende à la fin de The Hundred, je n'ai jamais compris pourquoi elle n'est pas revenue avec les autres. Je sais pas, je comprends pas, ça n'a aucun sens. Une fin ouverte mais optimiste. L'épisode se termine avec un montage montrant deux futurs possibles. Ceux qui ont choisi de transcender flottent dans une conscience collective, unis dans une paix éternelle. Mais ceux qui sont restés sur Terre, Clark, Octavia, Raven, Murphy et les autres, commencent à rebâtir un monde non plus en guerre mais en communauté. C'est un petit peu ce qui se passe au final, hein, clairement. C'est juste que, encore une fois, c'est très nuancé. Ils gardent clairement ce qui se passe à la fin, mais ils nuancent les choses pour que ce soit mieux fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, eh ben écoutez, voilà, c'était la fin de ChatGPT pour The Hundred. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire laquelle vous préférez, la version qu'on a eue ou la version de ChatGPT. Bon, mes petits fans de Supernatural, c'est votre tour. Que dit ChatGPT concernant le tout dernier épisode de Supernatural? L'épisode commence peu après la défaite de Chuck, avec Jean et Sam se retrouvant enfin libres du poids de leur destin divin. Cependant, une nouvelle menace émerge, obligeant les frères Winchester à prendre des décisions difficiles qui, cette fois, pourraient changer leur vie de manière définitive. Alors que Sam et Jean sont encore en train de se réadapter à une vie sans Chuck et sans destin préécrit, Castiel refait surface. C'est ce qu'on voulait tous, mais bon,
laissez-moi dire la suite. Mais plutôt que de simplement revenir sans explication, il apparaît comme une figure d'ange déchu, affaibli mais vivant. Il explique qu'après son sacrifice dans le vide, la destruction de Chuck a bouleversé l'équilibre des forces cosmiques. Et il a été ramené par un pouvoir supérieur qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Cette force n'est ni Dieu ni Amara, mais une entité primordiale symbolisant l'équilibre de l'univers. L'univers quoi. Elle a ramené Castiel pour une dernière mission, sceller définitivement les forces du paradis, de l'enfer et du purgatoire afin de permettre à la Terre de vivre libre de toute influence surnaturelle. En gros, ce serait vraiment la fin du surnaturel et donc la fin de la chasse. Ça aurait pu être pas mal. Je sais pas, à voir la suite. Jin face à sa propre mortalité. Jin est toujours hanté par l'idée de la mort et du sacrifice, mais cette fois, plutôt que de mourir de manière brutale lors d'une simple chasse, il commence à réfléchir à ce qu'il veut vraiment pour sa vie. Il sait qu'il ne peut pas continuer à chasser indéfiniment. Une scène entre lui et Castiel explore ses peurs. Jin se sent inutile dans un monde sans apocalypse imminent. Et ça collerait plutôt bien au personnage de Jin, clairement. Castiel lui dit alors: tu n'es pas défini par la chasse, Jin. Tu n'as jamais été juste un soldat dans une guerre cosmique. Tu as toujours eu la liberté de choisir. Jin commence à comprendre qu'il peut aspirer à autre chose que le destin de mourir en chassant. C'est un moment crucial où Jin commence à envisager un avenir sans chasse, mais c'est encore flou. Ok. Sam de son côté continue de chercher des réponses sur ce que sera la vie après la chasse. Aileen est à ses côtés, et ensemble ils discutent de la possibilité de fonder une famille et d'avoir une vie normale. Est-ce que ChatGPT serait pas en train de nous dire que la fameuse femme qui apparaît avec Sam à la fin serait en effet Aileen? Je ne sais pas. En tout cas, c'était la théorie, mais je ne sais pas si elle a été confirmée ou pas par les créateurs. Mais Sam se rend compte qu'il est toujours lié au destin des chasseurs. Plutôt que de simplement quitter la chasse, il envisage de créer une nouvelle génération de chasseurs formés avec compassion et moralité, qui n'auraient pas à suivre les mêmes chemins destructeurs que les Winchester. Et pour le coup, c'est bizarre à dire parce que Sam, c'était celui qui voulait absolument plus entendre parler de la chasse dès la saison 1 épisode 1, hein, clairement. C'est lui qui avait quitté la chasse dès le début, et pourtant je le vois bien justement gérer ce genre de choses. Comme quoi, c'est plutôt bien fait, je trouve. L'idée de former une nouvelle communauté de chasseurs centrée sur la coopération et la préservation est une idée que Sam défend tout au long de l'épisode. Aileen l'encourage, affirmant que cela pourrait être sa manière de changer le monde sans être un pion dans une guerre divine. Alors que les Winchester commencent à trouver un semblant de paix, une nouvelle menace se manifeste. Les forces déséquilibrées du ciel et de l'enfer tentent de prendre le contrôle de la Terre, maintenant que Chuck a disparu. Oui mais non, parce que du coup il y a Jack au pouvoir maintenant. C'est lui, entre guillemets, le nouveau dieu, donc je sais pas. Castiel, bien qu'affaibli, sent qu'un dernier combat est inévitable, et que s'ils ne parviennent pas à sceller les différents royaumes surnaturels, l'humanité sera à nouveau prise au piège dans des cycles d'apocalypse. Jin, Sam, Castiel et Jack se préparent pour ce combat final. Jack, devenu l'équilibre vivant entre les forces cosmiques, décide de se sacrifier pour rétablir l'ordre des choses et donner à la Terre une vraie chance de paix. Ok, donc ce serait Jack qui se sacrifie. Il fusionne avec l'entité primordiale, devenant une force cosmique supérieure qui garde les mondes séparés. J'aime bien, ouais, j'aime bien. Le dernier combat n'est pas une bataille classique contre un grand méchant, mais un affrontement contre des esprits désincarnés, des enfers et des anges avides de pouvoirs menaçants d'envahir la Terre. Jin et Sam, armés de la puissance de Jack, repoussent les vagues d'ennemis avec l'aide de Castiel, qui utilise les dernières forces de sa grâce. Le moment clé survient lorsque Jin doit choisir, se sacrifier une fois de plus pour sauver le monde ou permettre à Jack de prendre ce fardeau à sa place. Castiel intervient pour rappeler à Jin que son destin n'a jamais été de mourir encore et encore pour sauver le monde, mais de vivre pour lui-même. C'est ici que Jin fait enfin la paix avec lui-même. Oui, s'il vous plaît, je veux ça en fait. Jin survit et embrasse une nouvelle vie. Si seulement. Au lieu de mourir comme dans la version originale, Jin survit à la bataille finale après avoir sauvé le monde une dernière fois. Il se retire, réalisant que son temps en tant que chasseur est terminé. Il décide d'ouvrir un garage, une idée qu'il avait toujours aimée, et commence à vivre une vie tranquille avec ses amis proches, y compris Castiel, qui, ayant retrouvé son humanité, reste à ses côtés. Pourquoi on n'a pas eu ça en fait ? Pourquoi? Jin et Castiel ont une conversation finale sur l'amitié, la loyauté et l'amour, où Jin admet qu'il n'a jamais vraiment compris l'ampleur de ses relations humaines, mais qu'il est enfin prêt à les embrasser pleinement. L'embrasser pleinement, tu veux dire? Non, je plaisante. Le choix de Sam. Sam décide de poursuivre sa mission de former une nouvelle génération de chasseurs, mais cette fois avec Aileen à ses côtés. Plutôt que de s'enfermer dans la chasse, il crée une académie pour former des chasseurs, leur enseignant la compassion et l'intelligence nécessaires pour survivre dans ce monde sans provoquer les mêmes catastrophes que les Winchester.
Winchester. Il serait temps quand même. C'est un peu l'école de magie de Charmed mais version Supernatural quoi. Sam voit son avenir dans cette nouvelle mission, non pas comme un soldat mais comme un guide, laissant derrière lui une nouvelle ère pour les chasseurs. Une conclusion digne. L'épisode se termine avec les frères Winchester prenant des chemins différents mais enfin en paix. Pas ensemble mais vivants. Je pense que c'est mieux. Sam continue à guider une nouvelle génération et Jean vit la vie simple qu'il a toujours méritée. Le dernier plan montre les frères se retrouvant lors d'une visite de Sam à Jean, partageant une bière au coucher du soleil avec une amitié intacte, mais des vies enfin séparées par des choix personnels et non pas par le destin cosmique. J'étais pas prête à lire ça en fait. Je veux cette fin. Est-ce qu'on peut réécrire la fin dans le dernier épisode et faire ça à la place s'il vous plaît? Genre vraiment. Bon, étant donné que je vois à la caméra qu'on est déjà à 25 minutes, 27 minutes de rush, je vais finir avec une dernière série et si la vidéo vous a plu, eh bien je ferai la même chose avec les autres séries dans une partie 2, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si eh bien le concept vous a plu. Et évidemment je ne pouvais pas faire ce concept sans parler de Vampire Diaries. Alors encore une fois il y a eu plein d'autres séries citées mais je l'ai fait dans l'ordre et la prochaine sur la liste c'était Vampire Diaries. L'épisode s'ouvre sur la scène où le plan de Catherine de détruire Mystic Falls avec l'enfer est sur le point de s'accomplir. Donc vraiment comme le dernier épisode. Bonnie, Stephen, Damon, Caroline et les autres personnages doivent unir leurs forces une dernière fois pour protéger la ville qu'ils aiment. Stephen et Damon sont tous les deux prêts à se sacrifier pour arrêter Catherine. Cependant, au lieu de voir Stephen se sacrifier seul pour racheter ses péchés, les frères... Il y a écrit les frères Winchester. Ah ouais, alors ChatGPT il a merdé, il a écrit les frères Winchester. C'est pas grave, les frères Salvatore discutent d'une autre solution. Stephen et Damon ont été des héros, des anti-héros et des monstres au cours de la série. Oh, les gars, je viens d'avoir une idée de dingue. Elle vient de pop. Je sais pas si vous le savez, voilà petit aparté avant qu'on continue sur Vampire Diaries, mais à la base il y aurait dû y avoir un petit crossover entre Vampire Diaries et Supernatural. La prochaine fois, si vous voulez, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo où je demande à ChatGPT d'écrire l'épisode crossover entre Vampire Diaries et Supernatural. Ah, j'ai trop envie de faire ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous chauffe et on le fait la prochaine fois. Je disais donc, dans cette réécriture, ils décident d'agir ensemble comme des frères pour affronter Catherine et détruire le mal une fois pour toutes. Une scène clé montre les deux frères réfléchissant sur leur erreur passée, mais au lieu de se concentrer uniquement sur la rédemption de Stephen, ils reconnaissent que Damon aussi mérite une fin plus digne. Stephen dit à Damon, nous avons traversé tout ça ensemble, ce n'est pas à moi seul de porter ce fardeau. Ils font le choix ensemble de se sacrifier pour détruire l'enfer et Catherine, montrant que l'amour fraternel triomphe même des erreurs passées. Là je suis pas sûre, hein. Déjà qu'on a perdu Stephen, si dans cette version on perd Stephen et Damon, je suis pas sûre que ça plaise aux fans. Mais on va dire la suite avant de dire ça. Dans cette version, Bonnie joue un rôle encore plus central. Après des années de souffrance, de perte et d'auto-sacrifice, elle a toujours été le cœur moral de la série. Plutôt que de la réduire à un rôle de simple soutien, merci à la showrunneuse de la série, hein, Ed Graham, on sait, elle trouve un moyen de canaliser le pouvoir des ancêtres Bennett pour contrecarrer le plan de Catherine sans qu'un autre sacrifice ne soit nécessaire. Ok, donc encore une fois c'est Bonnie qui sauve tout le monde quoi. C'est ça qu'on est en train de me dire. Bonnie se connecte avec les esprits des sorcières Bennett, y compris sa grand-mère et d'autres figures importantes de sa lignée. Et ensemble, elle crée un sort qui protège Mystic Falls en scellant Catherine dans l'enfer une fois pour toutes. Bonnie retrouve enfin son pouvoir et sa confiance, mais aussi sa propre liberté. Elle n'a plus à sacrifier son bonheur ou sa vie pour ses amis. Cette fois, elle est l'héroïne qui sauve la journée. Sans mourir. C'est ça qui est différent surtout. C'est qu'elle meurt pas. Caroline et la perte de Stephen. Stephen se sacrifie toujours dans cette version, ok, mais son sacrifice est partagé avec Damon. Non, mais ok. Caroline et Stephen ont une scène émotionnelle avant qu'ils ne partent pour son dernier combat. Caroline, bien qu'effondrée à l'idée de le perdre, lui dit « Je comprends, je ne te demanderai jamais de changer qui tu es. » On va pas être d'accord là en fait. Pas du tout même. J'aime pas trop ce que ChatGPT est en train de faire en fait là. Mais plutôt que de simplement accepter la perte, Caroline prend la décision de vivre pour honorer la mémoire de Stephen et d'utiliser son expérience pour aider les jeunes vampires à Mystic Falls. C'est déjà ce qu'elle fait, non? Il s'est pas fait chier là, ChatGPT, il s'est dit on va réécrire vite fait mais on va garder quand même la vraie fin. Cela ouvre la voie à Caroline pour devenir une leader de la communauté surnaturelle, guidant les jeunes vampires et les aidant à éviter les erreurs qu'elle et Stephen ont commises. J'imagine qu'elle va faire ça en ouvrant une école du coup, hein. Je vous l'ai dit, il s'est pas fait chier pour cette version. Après la destruction de l'enfer et la mort de Stephen, Damon est dévasté. Mais du coup, il était pas censé se sacrifier aussi, je comprends pas. Cependant, au lieu d'avoir une conclusion simpliste où il vit simplement heureux avec Elena, le personnage de Damon doit faire face à la complexité de ses choix. Dans cette réécriture, Damon reste humain, mais son amour pour Elena est tempéré par son désir de faire quelque chose de significatif avec sa nouvelle vie. Ok ?
Elena et Damon discutent de ce qu'ils veulent pour leur avenir, et Damon décide qu'il veut racheter les erreurs de son passé en se consacrant à aider d'autres vampires qui luttent avec leur humanité, tout en vivant aux côtés d'Elena. Pas mal, j'aime bien. Même si j'ai pas compris, étant donné qu'il était censé se sacrifier avec Stephen. C'est pas grave. Ils finissent ensemble, mais leur fin n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une conclusion où Damon trouve un nouveau but. Aidé par l'amour d'Elena, mais aussi par sa propre volonté de devenir un meilleur homme. Il était temps, hein, parce que à la fin, Damon, j'ai juste l'impression qu'il est là pour être avec Elena, et c'est tout. Genre, lui, on s'en fout de sa construction personnelle, de son évolution personnelle. C'est bon, on va dire qu'il s'est assez développé les saisons d'avant, pas besoin de faire plus. The fuck. Bonnie, ayant sauvé la ville et détruit Catherine, est en paix avec le passé. Cependant, elle reçoit un signe d'Enzo, son amour disparu, qui lui montre qu'il est toujours avec elle, même après la mort. Ok, jusque-là c'est la même chose que dans la fin. Grâce à son pouvoir et à sa force mentale, le pouvoir de l'amitié bientôt, Bonnie parvient à créer un lien avec l'au-delà qui lui permet de sentir Enzo à ses côtés. Mais c'est pas déjà ce qu'elle fait? Je comprends pas en fait. Elle décide de voyager pour découvrir le monde, se libérer du poids de la magie et des responsabilités surnaturelles qui l'ont tant pesé, tout en sachant qu'Enzo restera toujours dans son cœur. Elle laisse enfin derrière elle les drames de Mystic Falls pour vivre sa propre vie. Oui, vas-y, il est temps là. Vraiment, quitter Mystic Falls. Genre vraiment. Avec Catherine définitivement vaincue, Mystic Falls renaît. Caroline dirige l'école fondée par Alaric et elle, mais ok, aidant les jeunes créatures surnaturelles à comprendre et à contrôler leurs pouvoirs. Merci, on connaît tous Legacies, mais c'est pas grave. Elena, après s'être réveillée de son long sommeil, reprend ses études de médecine et se dévoue à aider les autres. Il s'est pas fait chier, hein, ChatGPT, parce que c'est vraiment ce qui se passe en fait. L'épisode se termine avec un montage montrant les personnages dans leur nouvelle vie, Damon et Elena enfin en paix, Caroline entourée des enfants qu'elle guide, Bonnie voyageant à travers le monde, et une image des frères Salvatore, leurs souvenirs et leur héritage, vivant à travers les gens qu'ils ont aimés. Oui, enfin perso, j'aimais bien la fin où on voyait tous les personnages morts quand même, mais c'est pas grave. La scène finale montre un flashback des frères Salvatore dans la maison familiale. Stéphane et Damon, dans leur jour de jeunesse, discutent de ce qu'ils voulaient devenir. C'est une simple scène, mais poignante, rappelant que malgré tout ce qu'ils ont traversé, les deux frères se sont toujours aimés et protégés. Stéphane a peut-être sacrifié sa vie, mais son esprit est avec Damon pour toujours. Le dernier plan montre Damon visitant la tombe de Stéphane avec une promesse silencieuse. Je continuerai pour nous deux. La caméra s'éloigne de la maison des Salvatore, laissant derrière elle un sentiment de conclusion et de paix pour tous les personnages. Bah vous savez quoi? Là pour le coup, même si la fin de Vampire Diaries m'a détruite, j'ai chialé comme une merde et je chiale à chaque fois que je revois l'épisode, mais je crois que je préfère la version qu'on a eue que la version de ChatGPT. D'ailleurs je crois même que c'est la seule version que je n'ai pas aimé de ChatGPT de toute la vidéo. D'ailleurs dites-moi en commentaire vous, quelle version vous préférez. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être très longue, je sens, parce que ChatGPT franchement, il a fait du bon job, il nous a écrit un bon pâté là à chaque fois pour chaque série. Donc on va s'arrêter tout simplement sur ces séries là et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 qui est déjà écrite en réalité. ChatGPT a déjà fait le taf, j'ai juste à vous faire la vidéo, mais là ça allait être un petit peu long si je vous ai toutes les séries. Bref, j'espère que ce petit concept vous a plu, que ça vous a amusé. N'hésitez pas aussi à me dire, selon vous, comment est-ce que vous auriez réécrit ces séries-là si vous en aviez eu l'occasion. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et de venir me suivre sur Instagram et TikTok comme d'habitude. Bref, je vous fais plein de bisous et je vous dis à jeudi sur la chaîne pour la vidéo sur la critique de Heartstopper. Des bisous.